Are you listening? Damn. Uh. Yeah. Il y a un mythe déjà dans Nouvelle-Chine. Je fais souvent le rapport de proportionnalité. En France, c'est comme si nos parents avaient 2 enfants. En Chine, c'est comme si nos parents avaient 500 enfants. Donc on n'a pas les mêmes manières de s'appeler. Papa connaît même pas les prénoms de tout le monde. Donc du coup, il n'y a pas les mêmes mœurs, pas la même culture. Et ce qui se passe en Chine, c'est pas forcément quelque chose de néfaste pour le chinois. Ils n'ont pas les mêmes mœurs, pas les mêmes coutumes, etc. Donc déjà, à isoler ce qui se passe en Chine de notre appréciation à nous. Ensuite, pour que ça vienne chez nous, non. Nous, il va falloir créer une identité numérique, qu'on puisse révéler si on veut ou pas faire partie de tel ou tel programme, donner telle ou telle information ou plutôt être discret, secret. On a une culture de la différence. On aime être exceptionnel. On aime, nous, les Occidentaux, on aime avoir notre propre monde, nos petites actions sur notre monde, etc. On n'est pas des numéros, on est des êtres à part entière. Donc, il faut qu'on monitore ces êtres à part entière. Donc, je ne pense pas du tout que la France deviendra la Chine, ou en tout cas ce qu'on peut voir ou percevoir de notre point de vue de la Chine. Mais je pense plutôt que la France va devenir un endroit où la liberté peut aussi s'exprimer à travers des intelligences artificielles avec des « oui, je veux bien être regardé dans les gares, non, je veux pas être regardé dans les centres commerciaux, oui, je veux bien pour la sécurité, non, je veux pas pour le marketing, etc. etc. » Et donc, ces règles de confidentialité doivent être exposées et monitorées par chaque personne, sur chaque personne, en tout cas de manière individuelle et libre. Et il faut qu'on crée cette espèce d'identité numérique. Je le prône, j'en parle et j'y crois. Yeah. C'est vrai que la réalité augmentée, d'un côté j'adore ça et de l'autre ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on est en train d'essayer de trouver les use cases et on a du mal. Le hardware limite. Les téléphones, oui, on l'a tous dans la poche, mais ça a du mal à prendre du sens. Les lunettes, bah, on voit HoloLens, on voit la déception Magic Leap qui essaye de sortir avec quelque chose et puis finalement pas grand chose de palpable pour le B2B. Voire même le B2C est encore très très loin de pouvoir utiliser de la réalité augmentée. Donc j'y crois dur comme fer à la réalité augmentée, juste le temps que ça arrive et que ce soit mainstream comme disent les Américains, c'est-à-dire utilisable par tout le monde, ben j'y crois pas tout de suite. Alors, on va pas projeter non plus il faut attendre que nous maîtrisions la lumière et que le photon soit maîtrisable et compréhensible, et donc du coup qu'on puisse arrêter la lumière et représenter du virtuel dans le réel grâce à de la lumière. Mais ça, c'est de la recherche depuis des dizaines d'années, ça ne fonctionne pas. On voit petit à petit les grosses boîtes qui essaient de faire leur hardware, mais ils ont du mal à vendre. On voit les applications, elles sont logiques, on les voit de partout, mais encore une fois, on a même tout ça dans la poche qui sait le faire, et ils sont à la course de la réalité augmentée avec ça, mais les cas d'usage manquent encore. Donc on se casse la tête à essayer de savoir si on aura des lunettes à court terme ou des lentilles ou des faux yeux, j'en sais rien. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelque chose encore à creuser. Peut-être que notre cerveau n'a pas encore rendu évident. La réalité augmentée sera quelque chose d'essentiel dans nos vies, mais je ne sais pas encore comment. Yeah. Alors, déjà le computer vision, comme je disais tout à l'heure, ça reprend des débuts d'intelligence humaine et ça sait les automatiser et les dupliquer en termes de volume. C'est-à-dire qu'une personne humaine qui aurait la capacité de regarder 4, 5, 7 écrans de vidéosurveillance en même temps ne pourrait pas plus parce qu'on est limité par notre intelligence. Une IA, c'est en regarder des milliards et des milliards et des milliards. Alors je dis des milliards pour un peu augmenter, mais en tout cas beaucoup, beaucoup en même temps. Là où ça peut diminuer l'impact écologique, je vois 2 axes. Je vois un axe contrôle, mais dans ce cas-là, ça serait autour de nous et ça nous dirait oui c'est bien, non c'est pas bien, oui c'est bien, non c'est pas bien, et ça nous finalement dirigerait vers un axe un peu plus écologique. Mais bon, ça reste du contrôle. L'autre axe est, on va dire, alors je ne sais pas comment exactement traduire le mot, mais on va dire reprendre de manière volumique des tâches où, de manière granulaire, l'être humain agissait. C'est-à-dire que pour surveiller, je vais vous dire, 1000 centres commerciaux, il fallait peut-être 2000 personnes humaines.
Alors que demain, il faudra une IA, un serveur et une seule chose qui donne le relais à beaucoup moins d'humains parce que ça prévient que des messages d'alerte. En tout cas, le computer vision vient rajouter une première analyse qui permettra derrière d'affiner et de tomber tout de suite à l'action, là où plein d'humains auraient été nécessaires pour l'analyse. Donc, moins de personnes pour une première analyse et des personnes pour l'action immédiate. Donc, on raccourcit le temps de tout et on fait en sorte que du coup, ça coûte moins à l'écologie de la planète. Alors, pour croiser avec un use case pratique sur l'écologie et plus dans le mode contrôle, c'est vrai que je n'ai pas détaillé juste avant qu'est-ce que j'appelais contrôle, on peut très bien imaginer demain mettre 2 caméras sur les camions de ramassage des ordures et qu'en même temps, ils regardent la route et qu'ils se disent ok, cette rue-là, elle est crade, il faut appeler les nettoyeurs. Et faire une espèce de cartographie de saleté de la ville et du coup qui mettent en place des plans d'action pour venir nettoyer les endroits les plus alarmants. Donc ça peut diriger l'homme sur des actions beaucoup plus ciblées pour avoir un résultat beaucoup plus impactant. Yeah. Aujourd'hui, les données, on ne peut même pas encore les revendre parce que personne n'achèterait nos données comme elles sont faites, parce qu'elles sont faites pour entraîner nos réseaux de neurones, pour correspondre à des cas d'utilisation précis de nos clients. Donc ces données-là, finalement, aujourd'hui, il n'y a pas acheteur, si ce n'est que nos concurrents, mais on ne va pas forcément leur vendre nos données. Donc non, on n'est pas des exploitants de big data, nous, au contraire, on essaie de faire du small data, du data un peu intelligent qui sert à vraiment faire performer les algorithmes derrière. Aujourd'hui, 22 est en recherche de données, donc on est plutôt à la recherche de nouvelles données que vouloir les détruire absolument. Mais en tout cas, non, on ne redeviendra pas vendeur de données. Les données, du coup, ne nous servent pas forcément demain à être revendues. Alors on est plutôt en train de parler avec l'État d'open data, qu'on puisse tous piocher dans des datas qui sont normalisées. On est plus en train de vouloir ne plus s'occuper de la donnée que de s'en occuper. Parce que finalement, oui, c'est le fuel de nos algorithmes, mais nous, on s'en fiche. On veut surtout que nos algorithmes marchent pour aider demain l'homme à faire son travail mieux et à acquérir ensuite de nouvelles intelligences et de nouvelles manières de penser et d'agir. Donc en fait, la donnée, on s'en fiche un peu. C'est la chose qui est essentielle pour faire un bon réseau de neurones, mais on préfère qu'elle soit partagée, ouverte et publique que privée et revendue.